Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cet échange. Nous sommes au Forum international de la cybersécurité qui se déroule actuellement à Lille sur une émission en partenariat avec Risk Intel Media. Aujourd'hui, nous allons parler des fuites de données, le nouvel Eldorado des pirates. Mais avant de commencer, je vous propose de vous présenter et de présenter vos structures respectives. Je commence par vous, Gabriel. Oui, bonjour, je suis donc Gabriel Leperlier, je suis partenaire chez Almond, une société de consulting en cybersécurité. Je co-dirige l'activité de gouvernance, risque et conformité. Je suis aussi responsable du développement de notre agence à l'international. Voilà. À toi. Roxane. Roxane Deslandes, enchantée. Donc moi, je suis conseil en assurance cyber, spécialisée sur le sujet. J'appartiens à la société BC. On adresse beaucoup la problématique dans son ensemble auprès des ETI et des PME françaises. Merci. Alors moi, je m'appelle Yasmine Douadi, je suis fondatrice de Risk Intel Media et j'aimerais commencer par une question d'état des lieux. Pouvez-vous nous dresser un panorama de la menace en termes de fuite de données? Donc si vous avez quelques chiffres en France, je commence par vous, Gabriel. Oui, en effet. Alors, la menace, elle est issue en fait de groupes cybercriminels. Il faut savoir que les cybercriminels sont en fait organisés comme une PME, avec des activités de reconnaissance, d'intrusion, de revente des données qu'ils ont réussi à exfiltrer. Et du coup, effectivement, en France comme à l'étranger, la principale menace vient de ces groupes cybercriminels. Si on parle de vol de données en France, un indicateur intéressant qu'on a pu récolter, il s'agit en fait des déclarations du vol des données à la CNIL. Ça peut être un bon indicateur. Et on s'est rendu compte qu'entre septembre 2021 et septembre 2022, il y a eu 4 731 déclarations de vol de données à la CNIL, ce qui est un nombre assez stable, en légère diminution d'une année sur l'autre. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous livrer des exemples concrets puis nous expliquer quel est l'impact d'une fuite de données pour une entreprise mais également pour les individus? Oui, alors quand il y a exfiltration de données, l'impact immédiat pour l'entreprise, elle, c'est perte de confidentialité d'informations, qui peut être des informations sensibles, de R&D ou des informations commerciales. Mais ils perdent aussi souvent des données à caractère personnel de leurs employés ou de leurs clients. Et pour répondre justement à la question de quel est l'impact en fait après pour les citoyens, eh bien, on voit qu'après cette compromission pour les entreprises, les données récoltées sont utilisées pour ensuite faire du phishing ciblé vers ces personnes. Théoriquement, enfin, pour donner un exemple concret, une société a été hackée, ils ont perdu des données de leurs clients, et du coup, le hacker va pouvoir donner des informations précises, type je connais le numéro de votre contrat, je sais où vous habitez, etc. Et donc, ils sont en confiance, ils pensent que le mail vient vraiment de la société qui a été hackée, et du Il y a coup, énormément de scénarios par rebond de plus en plus, en fait, où on vient cibler derrière le réseau de la personne dont les données ont fuité. Et le risque, effectivement, pour les individus, c'est le risque d'usurpation d'identité, avec derrière tout ce qui est scénario de fraude, d'arnaque, voilà, qui s'ensuit. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les individus sont rarement sensibilisés, les entreprises le sont, mais Tout à pas fait. les individus sur cette question de fuite de données. D'ailleurs, beaucoup répondent très souvent, bah, on n'a rien à cacher, donc ça ne nous dérange pas. Mais finalement, Exactement, comme vous le disiez, on peut avoir de l'usurpation d'identité qui est tout quand à même fait. extrêmement difficile à vivre, hein, pour ces gens-là au quotidien. Et surtout difficile de s'en dépaître. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, pour regagner la confiance de la société sur le fait qu'on est vraiment qui on est, c'est compliqué, avec des risques derrière qui sont aussi des risques psychologiques. Bien sûr. Et donc là, en fait, c'est plutôt, je dirais, un intérêt public avec les institutions, les collectivités territoriales et les écoles qui ont un enjeu de sensibilisation sur le sujet. Alors, on entend beaucoup parler de fuite de données. D'ailleurs, ça, on en retrouve énormément dans l'actualité. Mais alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des nouveautés dans la forme de cette menace? alors la menace n'a pas tellement évolué ces dernières années, au détail près quand même de cet événement qu'on a tous connu, qui est le Covid, qui a finalement immédiatement envoyé beaucoup de gens chez eux en télétravail. On est là un petit peu après, mais quand même, les gens ont gardé cette habitude de télétravail, au moins en partie. Et on s'est rendu compte quand même que les gens en télétravail sont isolés chez eux, n'ont pas les collègues sur le plateau à côté d'eux pour éventuellement réagir. Est-ce que tu as reçu ce mail? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Et du coup, ils sont plus vulnérables. Donc, je dirais que la menace n'a pas évolué profondément, mais on va dire que le contexte avec un peu ce télétravail fait que oui, il y a des vulnérabilités qui sont bon, toujours présentes. Avec, comme tu disais, Gabriel, l'industrialisation de la menace. Parce qu'en fait, derrière, c'est effectivement, je dirais, c'est en fait toujours plus.
hein, chez les hackers. Si on peut mettre un cryptolecteur, rendre indisponibles les systèmes et aussi faire du chantage à la donnée, ben on le fait. Et le fait que derrière, il y ait plus de budget, plus de structuration côté groupement d'attaquants fait que la menace aujourd'hui peut devenir plus sophistiquée. Oui, et puis on se rend compte que souvent, les attaques sont maintenant comme une fusée à plusieurs étages. On Voilà. avait l'habitude d'avant d'avoir des attaques très simples, enfin très simples, que le premier étage de la fusée qui était l'extorsion, rançon, je bloque vos systèmes, donnez-moi de l'argent. Mais maintenant, ils ne se contentent pas de faire ça. Avant de vous bloquer, ils vont récolter les données. Donc Les ils vont... exfiltrer, ça C'est c'est ça. vrai, ouais. Et donc les faire chanter sur ces données exfiltrées. Et le troisième étage de la fusée, c'est ce on a dit juste avant, attaquer ensuite unitairement chaque personne pour essayer de leur extorquer encore, peut-être 50 euros, peut-être 100 euros Voilà. ou quelques milliers d'euros. Et in fine, tout leur réseau de partenaires ou des proches. D'accord. Alors c'est très intéressant ce que vous nous dites, puisque finalement vous parlez d'une organisation qui est très bien rodée. Donc on a vraiment une dimension business. Il y a un finalement, business aujourd'hui, model. hein. Voilà, il y a vraiment un business model derrière. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui en France, on a la culture de payer la rançon et est-ce qu'on est rentable pour ces pirates, Roxane? Alors pour le coup, non, nous n'avons pas la culture du paiement des rançons et c'est confirmé aussi par les assureurs avec qui je parle beaucoup, qui me confirment que sur leur portefeuille, très rare de voir un paiement de rançon et très rare de l'accompagner. Donc pour le coup, on n'est vraiment pas sûr du paiement de rançon, c'est pas plébiscité et ce n'est pas fait. Donc aujourd'hui, ça commence à se savoir aussi côté attaquant que la rentabilité, je dirais, des cibles françaises n'est pas si finalement efficace que ça. Et puis surtout, ce qu'on peut noter, c'est que on sait très bien que payer la rançon peut débloquer temporairement une situation, mais que partiellement souvent. On n'a pas l'assurance de récolter l'ensemble des données perdues ou l'accès à ces systèmes. Et chose intéressante, on s'est rendu compte que les groupes de hackers ont développé aussi une sorte de service client, de sorte que une fois que vous avez payé la rançon, vous pouvez appeler le service client. Pourquoi? Parce qu'ils ils vous ont par exemple donné la clé pour déchiffrer les informations, mais vous avez des systèmes obsolètes, ça ne fonctionne pas, vous dites j'ai payé, ça ne fonctionne pas, donc vous appelez le service client du hacker. Et ça, les gens n'ont pas conscience de ça. Les gens pensent que souvent les hackers sont des gens qu'on connaît, enfin, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, etc. Alors, or, il y a des interactions avec ces hackers et qui vont jusqu'au service client, vous voyez. Donc, mais bon, Roxane a raison, il ne faut pas payer pour pas inciter et alimenter le business. C'est vraiment très intéressant parce qu'il est vrai que dans la conception commune, on imagine un hacker tout seul, derrière son ordinateur. Avec sa capuche. Absolument, avec sa capuche qui plus est, mais vraiment sans de soutien. Et puis voilà, Voilà. quand vous dites quand même qu'il y a un service après-vente derrière, on imagine une structure. Là, on a une entreprise, on a des C'est ça. process quelque Voilà. part. Qui C'est génère quand de la même, confiance. Exactement. C'est Tout à ouais. fait. Alors, j'étais en train de regarder le baromètre InCyber sur la fuite de données. Oui. Et donc, dans ce baromètre, on nous dit que 10% des fuites sont d'origine interne. Alors, ça reste 10%, mais ça m'a un petit peu interloqué. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il faut se méfier de ces salariés ou alors, au contraire, il faut les associer à la démarche de sécurité? Je dirais les deux. C'est-à-dire que ne pas se méfier du tout de la menace interne, c'est-à-dire de ce que pourrait faire un employé, ce serait pas responsable. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir un différend avec quelqu'un qui est en instance de départ. Voilà, il peut y avoir des événements dans la vie, des conflits. Voilà, sociaux, il y en a tous les jours. Voilà. D'autant plus qu'on sait aussi que certains groupes de hackers font passer comme des annonces pour dire je recherche des informations sur telle société, je suis prêt à payer 10 000 $ pour telle information sur telle société. Et il y a des gens qui, ben voilà, 10 000 $, c'est 10 000 $, et ils vont prendre l'argent et donner les informations. Donc, ne pas se méfier de l'interne, ce ne serait pas responsable. En revanche, on s'est rendu compte que quand même, dans la plus grande partie enfin dans la grande majorité des cas, ce sont plutôt des erreurs en fait. C'est-à-dire, j'ai envoyé une pièce jointe avec plein de données que je pensais envoyer à cette personne, je me suis trompé de nom, c'est un homonyme, et j'ai envoyé une autre personne, et du coup j'ai divulgué un grand nombre d'informations à caractère. Voilà. Il y a beaucoup de négligence encore. Bah, de toute façon, c'est le facteur humain, donc très important de continuer à le sensibiliser de façon continue. Il y a effectivement une minorité de cas avec une intention de nuire, mais je ne pense pas sain d'instaurer un climat délétère dans une entreprise quand il est important de mobiliser la masse. Par contre, a priori, le consensus voudrait qu'on mobilise le facteur humain en défense. Si malheureusement le facteur humain a été vecteur d'attaque, c'est à la technique de prévenir le dernier pont, je dirais, pour éviter la fuite de données.
Donc Et là, du voilà. coup, installer des solutions techniques, hein. On a des fournisseurs de services ici sur le salon qui vendent des choses pour ce qu'on appelle le data leak prevention, donc C'est ça. prévenir la fuite de données, alors que bon, on a fait l'erreur, mais un système va bloquer parce qu'il s'est rendu compte que ce fichier Excel contenant des données à caractère personnel n'est pas envoyé à la bonne personne, il va bloquer le Là, on vient transfert. en soutien de l'humain, ce qui est un petit peu plus sain, on va dire. D'accord. Alors, faisons un petit focus sur l'assurance cyber. Donc, grande thématique. Est-ce que l'assurance cyber est vraiment viable économiquement au vu de l'augmentation exponentielle des cyberattaques, ou alors est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans une situation où c'est trop cher pour l'utilisateur ou c'est absolument pas viable pour les assureurs? Roxane? L'assurance cyber, donc c'est une assurance à la base, donc elle fonctionne sur le principe de mutualisation des risques. C'est un principe historique qui a vraiment plusieurs siècles, qui consiste à collecter un montant de primes suffisant pour justement indemniser les événements qui malheureusement arrivent. Ce principe-là, il existe, il a fait ses preuves, bien au-delà du risque cyber, et c'est la colonne vertébrale de l'assurance qu'on sous-estime aujourd'hui face à ce risque qui a été vu comme émergent et donc un peu analysé à part de tout ce que l'assurance gère depuis des siècles. Face à ça, les assureurs aujourd'hui ont des leviers justement pour maîtriser leur exposition au risque. C'est effectivement adapter la couverture d'assurance, mais c'est aussi être préventeur, en tout cas booster, moteur de prévention chez les assurés. Aujourd'hui, l'assureur, et d'ailleurs a fait ses preuves suite à la vague de rançongiciel de 2019. Aujourd'hui, l'équilibre financier des assureurs est revenu au vert. Un équilibre certes nouveau, mais qui a été effectué justement par un reparamétrage des franchises, donc la part de risque qui reste à charge des assurés, un reparamétrage des primes et des exigences très importantes de sécurité à la sélection du risque. Et c'est là que des entreprises comme Almon peuvent, en partenariat avec BC par exemple, accompagner ses clients pour dire vous allez vers au moins un minimum de sécurité pour être assurable. Et nous, on est garant de vous accompagner, vous aider à le faire, pourquoi pas implémenter pour vous ou avec vous. Et du coup, on atteint tous comme ça une sorte de système vertueux où, Exactement. en cherchant une assurance, eh ben, on cherche un peu à s'améliorer et voilà, et on réduit ses risques, fuite de données, etc. Ensuite, je n'ai pas oublié le trop cher que j'entends souvent côté clientèle. Alors en fait, aujourd'hui, moi, je refuse de dire à mes clients que c'est trop cher parce qu'en fait, le marché a cherché son prix d'équilibre. Donc aujourd'hui, on est sur un prix d'équilibre conjoncturel. Mon avis aujourd'hui, c'est qu'on cherche encore, on a encore du travail à aboutir à un prix d'équilibre structurel sur le long terme. Le modèle actuariel de l'assurance doit encore récupérer de la donnée, tant sur le niveau défensif que sur justement la connaissance de la menace. Très bien. Alors, ce que je comprends, c'est que quelque part, la manière dont c'est construit ces assurances cyber est très rapprochée de ce qu'on connaît déjà en termes de typologie d'assurance. Et là, je pense bien évidemment à l'assurance automobile. Mais alors, est-ce qu'on devrait rendre obligatoire, est-ce que l'État devrait rendre obligatoire l'assurance cyber au même titre que l'assurance automobile? Alors en fait, c'est une très bonne question et effectivement, il y a des analogies de prévention entre le milieu cyber et notamment la sécurité routière. Cette analogie s'arrête au secteur de l'assurance parce qu'en fait, l'assurance des automobiles a été rendue obligatoire par le gouvernement dans un objectif de protéger les victimes tierces. Sur la cyberassurance, en Europe en tout cas, on est sur une logique dommage, c'est-à-dire qu'on vient indemniser les pertes de l'assuré en propre. On n'est pas du tout dans une même logique. En tout cas, d'origine. Très bien. Alors, on arrive à la fin de cet échange, fuite de données, les nouvelles Eldorado des pirates. Moi, j'aimerais que vous me disiez chacun un mot qui vient rassembler quelque part tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je commence par vous, Gabriel. Je me demande si je ne vais pas prendre le même mot que Roxane, parce que j'aurais dirais prévention. Pourquoi? Parce que si on ne se prépare pas, alors on peut se préparer bien sûr à éviter la crise, mais on peut se préparer aussi, par exemple, en faisant des exercices de gestion de crise, d'exercices de crise, à mieux réagir, à réagir plus vite. Et du coup, forcément, si on a mieux réagi plus vite, on va peut-être réduire en fait finalement les effets. Et donc, je dirais ouais, prévention. Prévention. Alors Roxane? moi, je vais dire 2 mots, toujours plus, moi aussi. Collaboration, parce que justement, vous parliez de l'engagement des États dans justement la prévention et la protection des entreprises. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet qu'il faut dynamiser, dont le courtier a un vrai rôle de chef d'orchestre. Que j'espère jouer de plus en plus aujourd'hui pour mes clients. Et le deuxième mot, c'est résilience. Aujourd'hui, sur le FIC, on est tous plus ou moins d'accord que le niveau de protection a été largement amélioré ces 2 dernières années. Le sujet, c'est si ça tombe, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Comment on se remet en activité?
comment on sort grandi de ça. Et l'assurance aujourd'hui a un vrai rôle sur cet aspect-là singulier dans la sécurité informatique aujourd'hui. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Et puis au plaisir de vous recevoir une nouvelle fois sur notre Merci émission. Yasmine. Merci. Beaucoup.